Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Monduco Télévision. À la une de l'actualité, avant de poursuivre son itinérance vers Kimpese, la Première ministre Judith Suminwa a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, au centre d'entraînement des Tomba Gadio. Ces jeunes signes de l'espoir et de détermination du Congo central ont choisi de servir leur pays, répondant ainsi à l'appel du président de la République et du gouvernement pour défendre la nation coûte que coûte face aux menaces internes et externes. Viningali Junior. Le gouvernement suménois agit sur tous les fronts pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. L'appel du président de la République relayé par la chef de l'exécutif résonne dans le cœur de chaque Congolais afin de contrer le projet néfaste du régime de Kigali contre le Grand Congo de Lumumba. La première ministre a exprimé ses félicitations aux nouveaux soldats pour leur choix courageux de défendre la République démocratique du Congo. Pour la défense ya mboka, comme je le dis, Ezaïl Kambo ya mabele. Je suis ici pour vous saluer, vous futurs soldats de notre armée. Le chemin que vous empruntez est lourd des défis, mais aussi honorable. En intégrant l'armée, vous vous engagez à protéger la population civile et notre territoire, prouvant ainsi aux sceptiques votre réelle vocation des défenseurs. Nous nous engageons à augmenter le solde des militaires et à veiller à ce que les nouvelles recrues bénéficient des meilleures conditions. Vous avez choisi de servir la nation et nous devons en retour honorer cet engagement. Ça veut dire que moko na moko esika yazali, il faut attendre à telema pour nous défendre mabele na biso. Le gouvernement met également l'accent sur la prise en charge de familles de militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cela inclut la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé et la formation des enfants. La chef de l'exécutif a ainsi instruit le ministre de la formation professionnelle de faciliter l'éducation des enfants de ceux qui défendent la RDC. Dans sa mission d'itinérance dans les Congo central, la chef du gouvernement est accompagnée des élus nationaux et du vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mokoko Samba, du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou et du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo. Et puis la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner a échangé le mercredi 5 mars 2025 avec le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo lors d'un briefing approfondi sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a échangé ce mercredi 5 mars 2025 avec le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Thérèse Kayikwamba a exprimé sa gratitude envers le corps diplomatique pour leur soutien indéfectible à la RDC en ces temps de crise, soulignant l'importance de la coopération internationale pour parvenir à une résolution durable des conflits. Elle a fait cette communication lors d'un briefing approfondi sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à l'intention du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. À cette occasion, elle a salué les sanctions imposées par certains pays au Rwanda pour son implication dans la guerre qui dévaste l'Est de la RDC. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Union européenne ont sanctionné Kigali, exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Et puis la communauté congolaise du Canada demande à Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, d'inscrire la question de l'agression de la RDC sur l'agenda du 12 au 14 mars 2025. Le Canada sera l'hôte de la réunion de ministres des Affaires étrangères du G7 à Charlevoix, au Québec. Images et commentaires.
Du 12 au 14 mars 2025, le Canada sera l'hôte de la réunion de ministres des Affaires étrangères du G7 à Charlevoix, au Québec. Depuis la résurgence de la guerre en République démocratique du Congo, la communauté congolaise du Canada constate avec stupéfaction que le Canada est resté sourd-muet à l'horrible tragédie humaine qui s'est produite en RDC, alors qu'il est très actif à la situation similaire en Ukraine. En effet, le Canada ne peut pas prétendre qu'il n'a pas de moyens de son action, notamment dans ces deux pays de Grand Lac africain en guerre, qui sont tous membres de plusieurs organisations internationales dont le Canada a de l'influence. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie par exemple, le Canada est un membre influent qui apporte une contribution substantielle de plus de 40 millions chaque année. Mais force est de constater que le gouvernement canadien est resté silencieux face à un État membre qui agresse un autre État membre, en bafouant tout le principe et valeurs fondamentales de l'Organisation internationale de la francophonie sans qu'il ne puisse élever sa voix pour dénoncer et condamner cette barbarie ignoble. Alors que plusieurs organisations internationales continentales et régionales, telles que les Nations Unies, qui ont convoqué 2 réunions du Conseil de sécurité en espace d'une semaine pour condamner ces comportements. L'Union européenne, l'Union africaine et plusieurs organisations régionales et sous-régionales en ont fait autant pour rechercher de voies et moyens pour solutionner cette crise qui a trop longtemps duré et a fait de millions de morts. Pour la RDC, la confirmation de la prochaine réunion de la conférence ministérielle de la francophonie au Rwanda, qui bafoue impunément les valeurs fondamentales de la francophonie, est perçue comme un soutien implicite de l'organisation à l'agression dont elle est victime par le Rwanda, et une humiliation qu'elle ne saura supporter. Elle a par ailleurs déjà renoncé à sa participation si un changement du pays hôte n'est pas fait. Parlons santé dans ce journal. Ouverture depuis le mercredi 5 mars 2025 à Kinshasa du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Placé sous le thème immunisation, nutrition et lutte contre les cancers du col utérin, ces travaux visent à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et ses partenaires à renforcer la vaccination de routine et lutter contre la poliomyélite à travers une approche multisectorielle et inclusive. Le ministère de la Justice qui a représenté le chef de l'État a réaffirmé en son nom l'engagement de la RDC à acheter les vaccins pour sauver de vie, surtout des enfants. Ce parti pour le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Il sera question pendant ce forum de mobiliser l'ensemble des provinces de la RDC en les sensibilisant sur les enjeux cruciaux de la vaccination. Pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, représentant le chef de l'État Félix Tshisekedi, le vaccin sauve des millions de vies et protège les enfants contre les maladies infectieuses dont la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole. Sur terrain, malheureusement, des millions d'enfants ne sont pas vaccinés. En République démocratique du Congo, les taux de vaccination demeurent alarmants. 1 million d'enfants ne sont pas du tout vaccinés. 2 millions d'autres n'ont reçu que partiellement les doses nécessaires. Nous sommes encore loin de l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Notre système vaccinal reste fragilisé par des défis structurels et contextuels comme le manque d'infrastructures, les conflits et la désinformation. C'est pourquoi ce 4e forum se tient sous le thème stratégique « L'immunisation, la nutrition et la lutte contre le cancer du col de l'utérus », car ces 3 volets sont indissociables pour bâtir une société en bonne santé et garantir un avenir prospère à notre nation. Numéro 1 de la santé, le pays a fourni beaucoup d'efforts pour relever les défis de la vaccination depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême, mais beaucoup reste à faire. Ainsi, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à acheter les vaccins nécessaires à la bonne santé des enfants. Engage le gouvernement à libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins, suivre personnellement chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, renforcer le plan d'urgence pour la relance de la vaccination appelé plan Machako, accélérer l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle.
Ces travaux se basent sur les échanges entre les différentes solutions pérennes aux défis de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. C'est plutôt le ministre de la Santé qui a représenté les chefs de l'État. Et en politique, les membres du sursaut national ont rendu visite aux honorables Jean-Marc Kabound Akaboun et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par le régime, disposé à réduire l'opposition au silence. C'est dans une déclaration qui Ados Ndombasi a dénoncé le maintien en détention de Jacques Ndala et Merdi Manzengo de l'envol et la persécution des opposants en RDC. Suivez son propos. Déclaration politique du sursaut national. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound Akabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikouni, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique, car pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Victime de torture et de sévices en détention, il a eu le courage de dénoncer les atrocités lui infligées dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, en 2022. Au lieu de faire la lumière sur ces actes barbares, la justice, aux ordres du pouvoir, s'est acharnée contre lui, le condamnant injustement pour propagation de faux bruits. Pire encore, Madame Denise Mukendi, qui a publiquement avoué avoir commandité son agression, est aujourd'hui libre. Cette situation démontre l'injustice criante qui règne dans notre pays. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'arrestation injustifiée du camarade Merdi Manzengo, membre du parti Envol. Cette arrestation, motivée par l'abus de pouvoir d'un membre du gouvernement qui se croit tout permis, illustre encore une fois l'utilisation de la justice comme un instrument de terreur contre ceux qui refusent de cautionner les dérives de ce régime. Nous sommes aujourd'hui face à un régime dont l'unique obsession est de briser l'opposition par la peur, la répression et les arrestations arbitraires. Quiconque ose dénoncer les abus du pouvoir est immédiatement harcelé, réduit au silence ou jeté en prison sous des accusations fallacieuses. La démocratie ne peut survivre dans un climat de terreur et d'intimidation. Le sursaut national condamne avec la plus grande fermeté cette chasse aux sorcières et tient le gouvernement pour unique responsable de cette dérive totalitaire qui gangrène notre pays. Dans le chapitre de l'éducation, remise le mercredi 5 mars 2025, des 202 bancs pupitres à l'université de Mbuji-Mayi, Kasaï oriental, au centre de la RDC. Ces bancs ont été remis par le service national pour améliorer les conditions d'apprentissage au sein de cette institution universitaire. Ces bancs sont fabriqués par les bâtisseurs qui furent des anciens bandits urbains communément appelés Kuluna. L'université de Mbuji-Mayi n'est pas la première institution à recevoir ces bancs de la part du service national. Plusieurs autres écoles et institutions d'enseignement supérieur en ont été déjà bénéficiaires. À Kinshasa, images et commentaires. La liste d'écoles et universités bénéficiaires des bancs pupitres venant du service national ne fait que s'allonger. Après Kinshasa, c'est les tours des provinces. Le service national a posé ses valises le mercredi 5 mars 2025 à l'université de Mbuji-Mayi où cet alma mater a réceptionné 202 bancs. Cette remise s'est faite en présence de l'évêque de Mbuji-Mayi ainsi que du corps académique et de quelques étudiants. Dans ce mot de circonstance, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a souligné qu'il s'agit d'un premier lot et que d'autres réalisations vont suivre dans un futur proche. Le service national sur ordre du chef de l'État
premier séjour 202 bancs, pupitres de 5 places assises, constituant un premier lot, je précise, un premier lot à l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama. Les actions du service national, leurs effets sur la population congolaise ne sont plus à démontrer. Les bancs pupitres que nous distribuons aujourd'hui ont été fabriqués par ces jeunes, considérés jadis comme des vauriens. Pourtant aujourd'hui, ce sont eux qui construisent, qui contribuent à la formation de la jeunesse en améliorant la capacité d'accueil des infrastructures scolaires et universitaires. Le recteur de l'université de Mbuji-Mayi, Guilendi Sachintumba, a exprimé sa profonde gratitude envers le service national pour ce soutien inestimable. Il a particulièrement salué la qualité exceptionnelle des bons pupitres qui sont non seulement fonctionnels, mais aussi durables et bien conçus. Nous sommes tout autant heureux de souhaiter, au nom de notre communauté universitaire, la bienvenue à Monsieur le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, a fait le déplacement de Kinshasa pour nous remettre avec estime un lot de 202 bancs représentant 808 places assises. La qualité du bien qui constitue le don est simplement merveilleuse. Les bancs pupitres sont d'une qualité irréprochable, témoignant de l'estime que le donateur a pour le bénéficiaire. Ces dotations font partie d'une initiative plus large du service national qui, depuis le début de la semaine, distribue de bons dans plusieurs écoles de la ville de Mbuji-Mayi, telles que l'Institut du 4 janvier et l'épée Benaka Bongo. Le service national est également impliqué dans d'autres projets de développement, notamment la construction d'écoles et l'approvisionnement en maïs pour soutenir la population locale. En page africaine, le Gabon se prépare à une élection présidentielle historique. Et comme on pouvait s'y attendre, le général Brice Oligui Nguema Clotaire sera au cœur de l'arène politique. Face à lui, l'opposition divisée et en manque de structure peine à s'organiser et les anciens barons du régime déchus restent en retrait. Suivez. Le code électoral et la constitution ont été amendés récemment, livrant l'interdiction pour les militaires de briguer la magistrature suprême. Une modification que le pouvoir en place salue comme une avancée vers un processus plus inclusif. Les militaires sont d'abord des citoyens gabonais et si l'un d'entre eux accepte de briguer la magistrature suprême, c'est parce que les textes normatifs le lui permettent, a fait remarquer Nikez Moulombi, deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental. L'opposition, qui avait fait de la non-participation des militaires une ligne rouge, dénonce un processus électoral biaisé et précipité. Selon elle, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, aurait orchestré ces calendriers serrés afin de favoriser la candidature du général Oligui Nguema Clotaire. Ancien commandant en chef de la garde républicaine, Oligui Nguema avait pris le pouvoir en 2023 à la suite d'un coup d'État mettant fin au règne de la famille Bongo. Mais pour de nombreux observateurs, son engagement initial à rendre rapidement le pouvoir aux civils semble aujourd'hui remis en question. Certains craignent une continuité du système Bongo qu'ils avaient pourtant contribué à démanteler. L'opposition a déjà annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle pour exiger un nouveau fichier électoral et un report de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. Reste à voir si ces démarches pourront influencer le déroulement du scrutin dans un climat politique déjà très tendu. Le Gabon s'apprête donc à vivre une élection cruciale pour son avenir démocratique. Cette page africaine met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain vendredi Enoch Kalonji pour la grande édition. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.